Oh, est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Hey, il y a, il y a du monde. Salut Azazel, salut Kalira, salut Delia Venti. Merci beaucoup Quentin pour l'abonnement. Salut MyFace. Vadamou et bonsoir. Vénus, bonsoir aussi. Vous m'entendez? Parfait. Parfait, parfait.
Qu'est-ce que je peux commencer à dire? Salut Victor. Qu'est-ce que je peux commencer à dire? Écoutez, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Sauf aux personnes qui votent pas ou aux personnes qui ne votent pas Nouveau Front Populaire. Écoutez, voilà. Je peux pas vous empêcher d'écouter les autres, mais on n'est pas ensemble. Voilà, je vais commencer comme ça. Sinon, donc, Delia, tu as vu le film, tu diras bravo les lesbiennes. Écoute, absolument, je pense que c'est vraiment la leçon du film, on y reviendra, mais absolument bravo les lesbiennes. Et, euh, et alors du coup, Kalira, tu dis que tu l'as vu hier, ça tombe bien parce que du coup, bon, déjà c'est cool qu'il y en ait parmi vous tout simplement qui soient allés voir le film. C'est important d'encourager ce genre de cinéma, je pense. Salut Delirium Bear. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Important d'encourager ce genre de film, mais aussi tout simplement parce que moi, ça commence à faire un moment que je l'ai pas vu, enfin que je l'ai vu, du coup je l'ai vu une fois en projection presse, je l'ai pas revu depuis, et c'était il y a quand même quelques temps. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir me rafraîchir, je pense, pour les gens qui l'ont vu depuis mercredi. Salut Henry, oui absolument, ça fonctionne aussi. Euh, Par moment, ça fait des retours en arrière de quoi? De le stream, tu vas dire, ou le film? T'as peut-être besoin de rafraîchir la page, peut-être éventuellement. Tu l'as vu aujourd'hui, My Face? Parfait. Ah ouais, je vois que le stream il lag un peu. Ah là là, putain. Écoutez, je sais pas. Je pense que ma connexion n'est pas idéale en fait, parce que ça bug quand même régulièrement. C'était hier ou jamais, les audiences sont difficiles, on était deux dans la salle, Kalira. Ah, ouais, en même temps, c'est pas si étonnant, hein. Enfin, alors c'est vrai que dans la sphère des gens qui aiment le cinéma de genre, ça fait très longtemps qu'on l'attend, ça faisait longtemps qu'on en entendait, qu'on en entendait parler et tout, parce que c'est le genre de film qu'on a dans le collimateur, parce que c'est la réalisatrice de Sainte-Maud tout simplement, mais et puis parce que ça teasait une ambiance de thriller lesbien hyper rafraîchissante, hyper cool, mais à part ça, bon, ça reste une réalisatrice qui n'a pas encore fait sa place enfin dans le cinéma mainstream en tout cas, et voilà, un genre effectivement qui n'est pas le plus prisé malheureusement. Donc oui, c'est à encourager, parce que forcément c'est pas le... Il y a peu de chances que ça fasse un énorme carton quoi. Salut tout le monde, salut Verge de Fer, pardon, je lisais ton message. Salut Dragoral. Alors Pierre, tu dis dans la salle où j'étais, c'était assez peuplé tout de même, trop bien. Perso, j'ai bien aimé, mais j'ai tellement adoré Sainte-Maud qu'il ne surpassera pas ce dernier pour moi dans la filmo de sa réalisatrice. Écoute, un peu pareil. En fait, je pense que je vais passer assez peu de temps à vous dire ce que j'ai pensé du film en termes d'avis, de ressenti, de genre j'ai aimé, j'ai pas aimé, parce que c'est pas le plus intéressant. Je trouve que c'est plus, enfin le film est plus intéressant à analyser. Enfin en tout cas, c'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai pas adoré comme Sainte Maud, mais en fait, on va parler évidemment des défauts que je lui trouve un petit peu, mais je trouve que finalement ils sont moins intéressants que tout ce que le film tente, même si certains de ses défauts font que c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il tente plein de choses qui sont hyper intéressantes, il dit plein de choses qui sont hyper intéressantes et qui méritent quand même qu'on s'y arrête davantage. Kalira, tu dis oui, depuis Sainte-Maud, j'attendais, mais je comprends que c'est un peu niche, ouais, absolument. Très surprenamment, il est diffusé de la... Quoi? Il est diffusé de la cinéma de quartier dans ma petite ville. Je vais le voir mardi. Ah, tu l'as pas encore vu, Delirium Bear? Écoute, désolé pour les spoils. Ah oui, je précise pour les gens qui n'auraient pas forcément l'habitude d'écouter les streams critiques, c'est des streams dans lesquels on spoil en long, en large, enfin je spoil en long, en large et en travers, parce que le but c'est d'essayer d'aller un peu, enfin de discuter librement du film et de pas s'empêcher d'aborder certains aspects, surtout que pour analyser un peu un film en général il faut quand même aussi parler de la fin, parce qu'en général c'est quand même là que le gros du message est porté. Donc voilà, soit vous êtes de la team que ça dérange beaucoup de vous faire spoiler, même si honnêtement je pense que quand un film est bon, je pense pas qu'il soit gâché par le fait de savoir ce qui s'y passe. Merci pour le follow Gods9. Merci beaucoup. Je pense pas qu'un film puisse être un bon film soit vraiment gâché par un spoiler, mais en tout cas voilà, si jamais ça vous dérange, sachez qu'ici on spoil malheureusement. Après, le replay du stream reste dispo sur Twitch un certain nombre de jours, puis ensuite sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Ah, My Face, tu l'as préféré à Sainte-Maud. Bah, ça serait intéressant. Ce serait intéressant de croiser ces avis-là. D'ailleurs, moi, je vous disais que j'ai un avis un peu mitigé sur le film, enfin que je l'aime bien, mais que je suis pas non plus 100% conquise. Dans la rédac, c'est Mathieu qui a écrit la critique. Enfin, la rédac d'écran large, je veux dire. C'est Mathieu qui a écrit la critique parce que lui, il a vraiment beaucoup aimé. Et du coup, si vous voulez un avis
encore plus positif que le mien, vous pouvez aller lire ensuite sa propre critique. J'ai l'impression de ne toujours parler que des articles qu'écrit Mathieu, mais en même temps, comme lui est plus dirigé vers l'horreur comme moi, c'est normal que ce soit plus pertinent pour moi de le citer ici. Salut Candyman. Alors, donc pour resituer un petit peu, Love Lies Bleeding, c'est donc le deuxième film de la réalisatrice britannique qui s'appelle Rose Glass, et qui donc s'est fait connaître il y a quelques années avec le film Sainte Maud. Sainte Maud, si vous en voulez une analyse un peu plus poussée, entre guillemets, j'en ai fait une vidéo d'analyse sur ma chaîne YouTube qui est toujours disponible. Si ça vous tente, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je vais parler justement de pas mal de choses que j'ai abordées dans cette analyse-là ici, parce que Love Lies Bleeding, c'est un film qui répond magnifiquement bien à Sainte Maud. Enfin, vraiment, il lui répond. Il a vraiment les mêmes intentions de mise en scène et un même type de propos, mais abordé sous un axe différent. Et c'est vraiment le Sainte Maud enfin le négatif de Sainte Maud. Pas en mode négatif, c'est pas bien, mais en mode c'est l'inverse complémentaire, quoi. Donc voilà, donc je vais redire des choses que je dis sur Sainte Maud, sachant que Sainte Maud, je suis désolée, alors si jamais il y en a parmi vous qui suivent beaucoup ce que je fais, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai aussi écrit un dossier pour les abonnés sur Écran Large dédié à Sainte Maud, et en plus, bientôt sur les réseaux, vous allez sûrement voir une petite vidéo passer sur lequel je recommande le film, en reprenant un petit peu les éléments, parce que je suis un peu obsédée par les mêmes thématiques et les mêmes choses que dit Sainte Maud. En tout cas, c'est toujours les choses dont j'ai envie de parler quand je parle de ce film. Donc voilà, si jamais il y en a parmi vous qui regardent ou qui lisent tout ce que je fais, ces derniers temps, vous risquez de me voir beaucoup parler de Sainte Maud et de beaucoup ressortir les mêmes choses. Mais bon, ce film mérite. Alors Delirium Meurtrier, entre les thématiques lesbiennes et la façon dont sa diffusion a été pourrie au bif, c'est vraiment essentiel qu'il soit diffusé dans davantage de salles. Absolument, oui, je pense que le bif, on va pouvoir en reparler rapidement aussi en introduction. Mister HS, tu t'es parmi des 5 dernières secondes de Sainte Maud, mais en même temps, c'est ce qui fait que le film est si brillant, je trouve. Mais justement, on va en reparler aussi là pour Love Lies Bleeding. Les deux films parlent entre eux, absolument, Dragorol. Ah, t'as le projet de regarder Sainte Maud, Kalira, oui, il faut, c'est vraiment vachement bien. Alors en plus, si tu as aimé Love Lies Bleeding, alors en termes d'atmosphère, enfin, en termes d'esthétique, de cadre et tout, ça n'a rien à voir, mais en vrai, la mise en scène, c'est vraiment... dès son premier film, dès Sainte Maud, Rose Glass a établi son style de mise en scène qui est très spécifique, très particulier, et donc elle reprend complètement dans Love Lies Bleeding, donc tu verras des parentés évidentes entre les deux films, et je pense que si t'as aimé celui-là, tu aimeras Sainte Maud. Donc oui, donc Love Lies Bleeding, moi déjà je suis contente que Rose Glass ait pu faire un second film, parce que c'est pas toujours si évident, parce qu'en plus, ouais, Sainte Maud, ce qui avait été super frustrant, c'est que il en avait beaucoup été question en festival, il avait eu le Grand Prix à Gérardmer, il avait eu différents prix dans différents festivals de films de genre, et il était très très attendu dans le milieu. Il avait même eu des projections presse à Paris, moi je l'avais vu en projection presse, donc projection presse en général c'est ce qui se passe quand vraiment un film va sortir au cinéma. Et en fait, il s'est pris le Covid dans la figure. Et en fait, on a longtemps cru qu'il allait sortir. À chaque fois, sa sortie a été repoussée. Et il y avait une nouvelle... je sais plus s'il y avait des nouvelles salves de projection presse, je me rappelle plus, il me semble. Mais bref, on a longtemps cru qu'il allait sortir, qu'il allait sortir, qu'il allait sortir. On préparait, moi j'avais un partenariat de prévu avec le distrib dessus. Finalement, ça s'est pas fait et tout. Et en fait, il a fini... On a longtemps pas su ce qui allait se passer. Jusqu'à ce que finalement il finisse par arriver sur le catalogue Canal, je crois. Puis donc voilà, il a eu une sortie VOD. Merci beaucoup Dragoral pour l'abonnement. Tu as un molosse de Cestonie spatial. Impressionnant. Bravo. Euh, donc bref, c'était une grosse déception parce qu'en plus du coup moi j'étais très très contente d'avoir eu le privilège de le découvrir en projection presse Sainte Maud parce qu'il valait le coup de ouf, à voir au cinéma c'était quand même vachement bien et dommage que du coup plein de gens aient été obligés de se contenter du petit écran. Le petit écran ça peut être très bien mais bon c'était quand même voilà. Et non, Delia Venti, c'est Gérardmer, parce que c'est une commune, ma foi, bien française. Enfin, après, c'est vrai qu'il y en a quand même qui disent Gérardmer et tout, mais du coup, pour y avoir été, les gens de Gérardmer disent Gérardmer, il me semble. Je crois que j'avais un petit peu vérifié avant d'y aller, justement, un peu quelle était la prononciation arrêtée, et je crois vraiment que c'est vraiment Gérardmer, quoi, vraiment à la française. Il me semble, hein. Je rattrape un peu vos messages. Salut Doxidius, vive Love Lies Bleeding, vive le nouveau Front Populaire, absolument les deux ensemble. Bah, écoute, on a commencé le stream là-dessus, donc c'est parfait.
Sainte Maud, il a pas d'édition Blu-ray. C'est bien possible, effectivement. J'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait pas du tout. Est-ce qu'il a une édition physique même? Je sais pas, j'espère. Ah, Kalira, c'est quelle streameuse? C'était d'Hollywood peut-être, non? Puisqu'elle fait des super débriefs de films. Tu me fais confiance, Delia Venti? Ah oui, bah écoute, je sais pas, il faut pas forcément, hein, ça dépend. Salut Bait Channel. Alors, oui, donc pour en venir donc à Love Lies Bleeding, donc là on a la chance du coup pour le coup d'avoir une sortie salle, pas comme pour Sainte Maud. En revanche, donc ça a été un peu compliqué parce que le film a eu son avant-première, enfin sa première diffusion européenne, je crois que c'était ça, au BIF, donc au Bruxelles International Fantastic Film Festival, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un petit peu l'équivalent de notre PIF, Paris International Fantastic Film Festival ici. Même si le BIF c'est beaucoup plus long comme festival, il y a plus de films, ça ratisse un peu plus large. Moi j'ai eu la chance d'être jurée au BIF dans... J'étais pas dans le jury principal, j'étais dans un jury secondaire, mais c'était très cool. J'avais des super co-jurés et tout. C'était très bien, mais par contre, c'est vrai que j'avais pu observer, et donc j'étais notamment co-jurée avec la comédienne Salomé Devels là-bas. Et en fait, on avait été un petit peu choqués parce qu'on savait que la tradition au BIF, c'était que... comment dire? Salut Barbecue Python! C'était que les gens ont tendance à crier dans la salle et à parler et à réagir très vocalement à ce qui se passe à l'écran. Et c'est un peu le cas, enfin c'est le cas dans beaucoup de festivals de films d'horreur, le fait qu'il y ait des traditions, des sortes de traditions orales, on va dire par exemple quand j'ai été au NIF aussi, du coup Neuchâtel International Fantasy Film Festival, c'est pareil, il y avait en fait, avant chaque film, vous avez un petit générique et les gens qui viennent tous les ans, bah, ils ont le réflexe de crier tel truc au moment où on voit telle image, ou alors, je me rappelle plus du coup dans lequel c'était, si c'était au BIF, au PIF, au NIF ou au 3, ou je sais plus, mais quand un personnage laisse une porte ouverte, tout le monde crie la porte ou ce genre de choses. Et du coup, c'est une ambiance très sympa, donc qui est, moi, je trouve spécialement caractéristique des festivals de films de genre, mais pas que, où voilà, il y a tout un pattern de tradition qui fait que bah, l'expérience collective de la salle de cinéma est beaucoup plus forte, on va dire, que dans une projection normale, et plus partagée, etc. Donc, dans l'absolu, je suis pas contre ça. C'est vrai qu'après, au BIF, c'est encore beaucoup plus que dans d'autres festivals. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent, ça fait partie de la tradition. Donc, qui suis-je pour remettre ça en cause? Mais c'est vrai que parfois, on était un peu déconcertés en tant que jury, parce que c'est vrai que parfois, c'est difficile d'avoir un avis clair sur un film quand toute la salle hurle vraiment de A à Z, et que du coup bah, on a un peu du mal, alors parfois quand le film est vraiment super nul et que les gens sortent des blagues très drôles, bah, au contraire ça te fait passer une super séance, et autant parfois quand tu sens que t'es face à un film qui mériterait que tu te concentres 2 minutes, bah, parfois c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas grave, voilà, c'est la tradition du festival. En revanche, les moments où ça nous a vraiment dérangé, et Salomé l'a fait remonter d'ailleurs, et moi j'avoue j'ai pas osé. Donc je salue, je salue sa prise de parole et sa position là-dessus. Elle est remontée à l'administration du festival parce que c'est arrivé plusieurs fois devant des films qu'en fait on ait des réactions très misogynes dans la salle, c'est-à-dire dès qu'il y a un peu de nudité de femmes âgées par exemple, vraiment t'as plein de mecs qui se mettent à crier genre ah Bear quelle horreur ou ce genre de choses, enfin bon là c'est vraiment misogynie, agisme, tout ce qu'on veut. Ça c'est, enfin il y a que ça, mais il y a aussi eu des blagues sur des viols, enfin des choses vraiment où en fait moi vraiment en tant que spectatrice féminine, quand t'as l'impression de rigoler un peu avec toute la salle, tu passes un bon moment, t'es dans un festival, enfin t'es contente et tout, et là tout à coup en fait tu sens que t'as une très large partie d'hommes autour de toi dans la salle, sachant que la salle en plus c'est super grande, la salle principale du BIF, bah en fait qui ont un discours super oppressif, enfin un humour super oppressif, super oppressant, et qu'en fait si ce genre de choses ça les fait rire, si c'est le genre de choses qu'ils ont le réflexe de penser et de dire quand ils voient des femmes à l'écran, et de manière très libre, en fait comment non seulement toi du coup ça te gâche complètement le moment, et en plus enfin tout à coup en fait tu te sens plus safe, enfin vraiment hein, je veux dire ça veut pas dire que j'avais l'impression qu'on allait m'agresser au sortir de la salle, mais ça signifie quand même que tu te retrouves entouré de personnes dans certaines circonstances
potentiellement des personnes qui pourraient te vouloir du mal. Enfin, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ça installe tout de suite une ambiance où, en fait, toi, en tant que femme, en tant que spectatrice, tu ne profites absolument plus de l'ambiance ni du film ni quoi que ce soit, et tu ne penses qu'à sortir. Et donc voilà, bref, donc c'est arrivé de temps en temps au bif sur certaines séances, donc on l'a fait remarquer. Euh, Désolée, du coup, je suis perdue dans le truc, j'oublie un peu de lire vos messages, mais oui, non, moi non plus, j'ai pas aimé Kalira. Ouais, voilà. On sait, en fait, c'est difficile à faire croire un petit peu, enfin, à faire comprendre à ce genre de personnes qui disent, mais c'est la tradition, on s'amuse, c'est bon, c'est des blagues, humour, machin. C'est difficile de leur faire comprendre qu'en fait, quand t'as toute la salle qui est dans ce mood-là et que toi t'es isolé, c'est un humour auquel tu peux pas participer, encore une fois, parce qu'il est basé uniquement sur la violence qu'on peut te faire subir en raison de ton genre, ou donc ensuite pour Love Live Bleeding, on va en parler pour ton orientation sexuelle, etc. Ça trahit quand même un fond de pensée qui est vraiment super sale et qui fait qu'en fait, bah, toi, tu rigoles plus du tout et que tout à coup, bah, tu sens que l'événement, il est pas pour toi, en fait. Enfin, il est pour toi si tu acceptes de te faire marcher dessus, mais en vrai, on n'attend pas de toi, du coup, que tu puisses le partager et l'apprécier comme les autres. Et donc, enfin, ça peut être vraiment violent comme sentiment. Et donc, moi, je l'avais eu rapport à des menaces misogynes, mais admettons. Mais du coup, pour Love Lies Bleeding, ce qui a été d'autant plus compliqué, c'est qu'en fait, donc le film est une histoire lesbienne, on va en parler, et donc il y a beaucoup du coup de personnes lesbiennes qui sont arrivées du coup au festival pour voir ce film, qui a longtemps été du coup un peu teasé auprès de cette communauté-là, bah, comme étant un film qui enfin avait un point de vue féminin, enfin très female gaze, et qui parle d'une histoire d'amour lesbienne qui ressemble à une histoire d'amour lesbienne, pas une histoire d'amour lesbienne faite par et pour un regard masculin et hétérosexuel, mais vraiment un truc avec des vraies lesbiennes entre guillemets. Et donc elles ont été nombreuses à y être allées, et en fait bah là il y a eu énorme clash entre du coup bah les mecs présents dans la salle habitués du bif et de ses traditions, qui y sont allés, comme je peux l'imaginer, du coup, pour avoir vu ce que j'ai vu, là, je pense que c'était 1000 fois pire, qui y sont allés de toute la misogynie et la lesbophobie qu'ils pouvaient imaginer. Et du coup, bah, les spectatrices lesbiennes, qui, comme moi, je l'ai été précédemment, mais là, encore plus, je pense, parce qu'en plus, elles subissent beaucoup plus d'oppression au quotidien que moi, qui ai un mode de vie hétérosexuel, et ben en fait, elles l'ont vécu de manière hyper violente, donc elles ont réagi, donc ça a fini par se taper dans la salle, en fait, quand même, à un moment donné, et jusqu'à ce que la salle soit évacuée et que les flics soient appelés. Alors c'est vrai que du coup les militantes lesbiennes avaient l'air de dire que les flics avaient été appelés pour les contenir elles. Après, le festival a fait un communiqué pour dire que non, ils savaient pas ce qui s'était passé dans la salle, donc ils ont juste appelé les flics pour remettre l'ordre, on sait pas exactement. Ensuite, ils ont fait plusieurs communiqués pour rappeler que voilà, c'est cool les traditions au bif, mais que l'homophobie, il n'y a aucune place et ce genre de choses. Les premiers communiqués étaient quand même assez timides, après ils ont un peu renforcé leur communication et tout, mais c'est pas la première année qu'ils essayent de faire des rappels en début de séance et de voilà, sans que ça change énormément de choses. Du coup, bon, c'est un festival qui a un super principe, que voilà, encore une fois, moi j'ai aimé y passer du temps, j'ai été honorée d'être invitée là-bas. C'est un festival au cours duquel on découvre des super films, mais il y a quand même quelque chose à changer en profondeur, et je pense que du coup, le festival sera un peu attendu au tournant sur les prochaines éditions, pour voir s'ils arrivent vraiment à changer cette dynamique-là, parce que c'est vrai que ça gâche le plaisir pour un certain nombre de personnes, et enfin bon, bref, voilà, on pourrait parler des heures de ça, on va pas passer le stream là-dessus, mais donc voilà, c'était un peu le contexte de la sortie du film, quoi. Boys Club Fantastic Film Festival, oui, il y a un petit peu de ça. Tu ne peux pas ignorer que les gens ne sont pas bienveillants, c'est sûr. C'est vraiment pas le bon film avec tous les messages que. C'est vraiment pas le bon film. Ah oui, avec tous les messages que la réalisatrice y met, oui, non, c'est sûr. Mais du coup, voilà, si on leur présente un truc comme ça, ce type de public-là, encore une fois, les habitués du bif un peu masculin qui n'ont pas envie de changer leur regard, pas envie de changer leurs habitudes, pour eux, ça ne peut être qu'un support à blague, en fait, qu'un support à fantasme et un support à blague, et voilà, mais ils peuvent pas le prendre comme film en tant que tel, quoi. Enfin, donc c'est bon, c'est triste et très dommage. Donc voilà, donc évidemment ça a quand même attisé aussi pas mal la curiosité envers ce film, puis d'autant plus l'envie de le soutenir du coup qu'il a quand même eu une réception extrêmement difficile en Europe, parce qu'elle était, enfin, à travers cette séance-là, parce que les Américains ont été faire jusqu'à des articles dessus et tout, donc il y a quand même eu du retentissement, enfin une sorte de petit scandale qui s'est fait autour de cette projection et des réactions lesbophobes, donc évidemment qu'on veut montrer au contraire que ce genre de film peut être pris pour ce qu'il est, un bon film, en dehors de tout spectre homophobe et autres saloperies.
Hmm. Je rattrape un peu. Nanana. Delirium Bear, tu dis au début, les lesbiennes qui ont gueulé se sont heurtées à un staff un peu dépourvu, puis les flics ont en fait été appelés parce qu'elles voulaient retourner gueuler dans la salle. Le bif a fini par vraiment réagir parce qu'il s'est pris une sauce sur les réseaux. Ouais, c'est ça. À voir l'an prochain. Effectivement, si ça avait pas fait un tollé sur les réseaux, est-ce que la prise de position aurait été la même? On ne sait pas. Malheureusement, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, parce que du coup, les mascus et les râleurs sont toujours à dire ah, le tribunal populaire et tout. Alors, le problème, c'est que si on n'essaie pas de déclencher une forme de tribunal populaire sur les réseaux, le tribunal des réseaux sociaux, gna gna gna, le problème, c'est que il se passe jamais rien et que jamais rien ne bouge. Donc, si on n'affiche pas un peu les gens. Donc, il faut continuer, tout simplement. Donc, heureusement, en tout cas, que les victimes de cette séance ont largement parlé sur les réseaux et que du coup ça a forcé effectivement le festival, enfin forcé, en espérant qu'il l'aurait fait quand même, encore une fois, moi je peux pas savoir, mais bon voilà. Donc le festival a dû prendre position, tant mieux, on espère que maintenant ils tiendront un peu mieux cette ligne, parce que encore une fois c'est pas la première fois qu'ils prennent des retours de ce genre, même si là c'est la première fois que c'est aussi violent je pense, et les dernières fois, bon, moi de ce que j'ai constaté, il y avait eu un ou deux rappels en début de séance, avec un public d'ailleurs qui eut les rappels à l'ordre, on va dire, et voilà, et rien ne change, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut fonctionner par la honte, effectivement, barbecue python, donc c'est quand même c'est malheureux, c'est triste, mais bon. Après, voilà, moi je suis absolument pas là pour non plus cracher sur le bif. Encore une fois, c'est un festival qui a d'immenses qualités et je suis contente que ce type de festival existe, surtout que c'est un festival, encore une fois, qui est plus gros que les festivals de genre qu'on peut avoir en France. Mais quand même, si on veut pouvoir continuer à fréquenter ce genre de festival dans la joie et la bonne humeur, et fréquenter tout court d'ailleurs, il faut que ce genre de choses change, c'est primordial. Et on sait que le cinéma de genre, enfin, entre personnes de bon goût comme nous, je pense qu'on sait toutes et tous que le cinéma de genre, c'est avant tout un cinéma politique, qu'il est spécialement fait justement pour pouvoir avoir ce genre de représentation, parce que eux sont au contraire persuadés que le cinéma de genre, c'est le défouloir total et qu'on peut justement s'en servir comme de support illimité comment dire, à des choses soi-disant politiquement incorrectes, ce qui veut dire en gros pouvoir être misogyne et homophobe et tout ce qu'on veut tranquillement, sauf que non, le cinéma de genre ça n'a jamais été tellement ça, enfin pas dire qu'il n'y a pas du tout de ça, mais ça a quand même été toujours un lieu de combat, enfin toujours été un lieu de lutte sociale, donc bon. Bref, ça c'était la parenthèse bif, donc maintenant pour parler du film en lui-même, et donc pour vous dire à quel point voilà, j'étais curieuse de le découvrir. Je propose que nous commencions tout d'abord avec le titre. Love Lies Bleeding, c'est, vous avez peut-être cherché par vous-même, c'est le nom d'une fleur. Une fleur qu'en France, enfin en français, on appelle l'amarante queue de renard. Alors attendez, je vous ai mis une photo. J'ai fait un petit diaporama, bien sûr. Voilà. Alors, la photo de la fleur. Là voici. Vous voyez, c'est une très belle fleur. Et donc, elle s'appelle l'amarante queue de renard. Parce que, du coup, alors pas la marante en mode trop drôle, c'est L apostrophe amarante. C'est un très joli mot. A-M-A-R-A-N-T-H-E. C'est une poésie en soi, ce mot. Et donc, queue de renard en France, je suppose, parce que voilà, les fleurs forment ces sortes de longues traînes touffues et du coup rousses. Mais donc, du coup, en anglais, son petit nom, c'est la Love Lies Bleeding. Et c'est du coup une fleur de ce que j'ai trouvé sur internet. Est-ce que c'est un poison? Je suis pas sûre que ce soit un poison, parce que alors, du coup, moi, ce que j'ai trouvé sur les internets, c'était que à une époque, c'était une fleur qui était symbole d'amour sans espoir, d'amour interdit, d'amour contrarié. Euh, D'amour contrarié, qu'est-ce que je vais noter? Euh, Oui, voilà, ce qui représente enfin, une fleur symbole de manque d'espoir et d'amour sans espoir, globalement. Belle bien qu'elle fasse flipper en silhouette dans la pénombre, je crois. C'est très possible, barbecue python, je pense, effectivement, parce que ça peut aussi ressembler à des longs doigts. Mais du coup, ce qui est très beau, c'est que ça ressemble aussi à des gerbes de sang, quoi. Vraiment, on dirait vraiment que la plante saigne, enfin qu'il y a des effusions de sang autour de la saigne, des effusions de sang autour de la plante, comme ça. Et c'est une image très poétique, très belle, voilà. Donc voilà, le film s'appelle D'après cette plante. Et effectivement, Kalira, ça fait sens. Donc c'est un film, donc Rose Glass, on a dit c'est la réalisatrice de Sainte-Maud, c'est un film dans lequel on trouve au casting, gros casting hein, là pour le coup, parce qu'autant pour Sainte-Maud, on avait
Morphy Clark, donc qui est devenue connue depuis parce qu'elle a joué dans Les Anneaux de Pouvoir, mais à l'époque elle n'était pas encore vraiment connue. Et il y avait Jennifer Healey qui avait joué Elizabeth Bennet pardon, dans la version Orgueil et Préjugés de la BBC, qui était vachement bien, mais qui n'est pas une actrice très connue non plus, voilà, qui est un peu cantonnée au cinéma indé britannique. Là, pour le coup, on a donc Katie O'Brien, on a Kristen Stewart, ce qui est assez logique dans sa filmographie, parce que bon, plus ça va, plus Kristen Stewart, elle va aussi dans l'indé, dans le chelou, dans le cinéma de genre et tout, et c'est cool. Il y a aussi Ed Harris qui fait le méchant, donc quand même grosse pointure, et Dave Franco aussi, qui est pas hyper connu, mais bon, quand même Dave Franco, qui joue la petite frappe du film. Voilà. Donc on est quand même sur un autre level de casting. Excuse... Pardon, j'ai pas envie de roter dans le micro, j'ai un truc coincé dans la gorge. Hey Luigi, pousse la porte en faisant le moins de bruit possible et agite la main avec un sourire en direction de celles et ceux qui ont remarqué. On a vu que t'étais en retard, d'accord? Donc voilà, donc gros casting, on sent que Rose Glass est montée d'un cran, en tout cas en termes de production. Oui, j'espère aussi que Kristen Stewart s'éclate dans ce virage de sa carrière. Dragoral, sachant que j'avoue, c'est une actrice que j'ai jamais trouvée très bonne. Je sais pas si on a le droit de dire ça. C'est une actrice que bah après, c'est vrai que j'ai beaucoup été influencée du fait que, évidemment, à part Panic Room, les premiers films dans lesquels je l'ai vue, c'était un ou deux Twilight et que j'ai trouvé catastrophique, mais tout le monde est catastrophique dans Twilight, bien sûr. Depuis, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elle fait des choses beaucoup plus intéressantes. Après, j'ai toujours pas un coup de cœur incroyable pour cette meuf. Je trouve qu'elle propose plein de choses intéressantes, qu'elle dégage des choses intéressantes. Je trouve pas encore forcément que ce soit une. Enfin, je demande encore à être convaincue sur le fait que c'est une grande actrice ou quoi, mais en tout cas, dans ce film-là, malgré tout, elle fait très bien. Enfin, elle est très bien, elle fait très bien le taf. Hein, donc voilà. Attendez, qu'est-ce que. Tout le monde s'excite sur l'arrivée de Luigi, là. Qu'est-ce qui se passe Delirium Bear qui met la honte à Luigi, bien sûr. À son photoshoot pour Rolling Stones, ouais. Ça serait que c'était peut-être la meilleure promotion du film. Je me rappelle que tout le monde, tout Twitter était en sueur à cette époque-là. Oui, oui, non, mais évidemment qu'on peut pas juger, comme je l'ai fait trop à l'emporte-pièce, quand j'étais ado, on peut pas juger des acteurs à leur performance dans Twilight, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Malgré tout, je pense qu'il y a un fond de moi qui reste sur cet a priori. Il ne faudrait pas. Pourtant, je l'ai vu dans plein d'autres choses, hein, mais. Ah, par contre, je l'ai pas vu dans Spencer. J'ai toujours pas vu Spencer d'Oxidius. Underwater, Delirium Bear, malheureusement, le problème, c'est que j'aime pas du tout ce film. J'avais trouvé ça vraiment pas bien. Je trouvais que ça démarrait bien, puis. Mais oui, non, mais après, c'est pas du tout une mauvaise actrice. Je suis juste encore pas super. Je suis pas essentiellement fan non plus, quoi. Mais bref, peu importe. Katie O'Brien, vachement bien, par contre. C'est un peu comme Jim Carrey dans une moindre mesure. Elle a une vibe qui va avec tous ses personnages. Par contre, elle a fait une variété de films vraiment chouette. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Oui, un peu comme le feraient les acteurs ou les actrices françaises, c'est d'abord ce qu'elle dégage elle en tant que personne qui prime sur le personnage, quoi. Spooky Pimous, tu as pris attends, t'es un oreillard rouge, je sais pas quoi. Ça avait l'air incroyable, bravo. En tout cas, merci beaucoup pour l'abonnement. 5e mois d'abonnement, putain, j'ai pas fait assez de badges pour toi, Spooky. Je pense que t'es celui qui a pris le plus de mois d'abonnement. Et j'ai fait que les. En badge, je crois que j'ai fait que les 3 ou 4 premiers mois. Attends, il y a turquoise, rose, bleu foncé. Je sais plus. Il faut que je fasse suffisamment de badges pour qu'on puisse rattraper ton niveau. Oui, t'as probablement l'air incroyable, mais ça j'en suis sûre, absolument. Un peu comme Eva Green qui peut pas s'empêcher d'être Eva Green avant d'être son personnage. Bon, alors en plus, Eva Green c'est un peu. Même s'il y a des performances d'Eva Green que j'aime vraiment beaucoup, hein, un jour peut-être on fera un stream sur cette série que je vénère, Penny Dreadful. Mais Eva Green, en plus, elle a un type vraiment de personnage. Kristen Stewart, pour le coup, elle a des personnages plus différents, même si elle imprime beaucoup de son style très spécifique et du coup pas extrêmement varié sur ses personnages. Au moins, ses personnages en eux-mêmes sont variés et les genres de films. Eva Green, en plus, à chaque fois, c'est le même personnage, quoi. C'est la femme fatale, voilà. Bon, pas à chaque fois, il y a quelques exceptions, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup ça. Revenons sur le film, nom de chien. Donc, à part ça, c'est l'histoire de. Ouais, Perfect Sense, c'était bien. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer. Donc, Kristen Stewart qui bosse dans une salle de sport à l'accueil et qui fantasme, enfin, qui est un peu amoureuse de loin du personnage de Katie O'Brien,
qui est une bodybuildeuse, qui s'entraîne à fond pour un concours du coup de bodybuilding auquel elle veut participer et dont elle imagine un peu que c'est sa porte de sortie de la misère, on va dire, et qu'elle pense que voilà que c'est un peu la clé de son succès. Elle ne vit un peu que pour ça, et donc tout se passe dans une espèce de no man's land un peu au fin fond de l'Amérique, dans un décor un peu désertique, un peu déprimant. D'ailleurs, c'est amusant parce que du coup, Rose Glass, elle est britannique. Et là, on a un décor qui est typique américain, qui fait très cinéma américain, mais du coup, avec des codes qui se voudraient très américains, mais en même temps avec un décalage qui fait qu'on n'est pas dans l'authenticité américaine non plus, avec quelqu'un qui a intégré depuis gamine la grammaire du cinéma américain. C'est pas tout à fait ça. Donc du coup, on est dans une espèce. J'en parlais avec mon copain qui lui justement a été un peu dérangé par ça, par l'idée qu'on a l'impression d'une Amérique un peu factice. Moi, j'aime bien au contraire cette espèce d'Amérique un peu studio de cinéma, avec des atmosphères auxquelles on ne croit pas tout à fait, mais qui vont bien du coup avec le pendant un peu fantastique du film. Cette salle de sport, c'est pareil, qui... Alors là, j'ai pas mal de photos pour le coup, va falloir que je pense à changer. Est-ce que j'ai une photo qui se passe dans la salle? Une salle de sport, c'est pareil, qui a un Enfin voilà, par exemple ça, je peux vous dire que moi quand je vais à la salle de sport, on n'a pas ce genre d'éclairage bien joli, bien esthétique. Et du coup, bon, on est on est dans un milieu qui est relativement un peu miséreux, c'est pas un milieu qui fait vivre, qui fait rêver, je veux dire, pardon. Et en même temps, on a une sorte de... C'est nimbé dans une sorte d'atmosphère légèrement romantique, qui empêche pas que les endroits où les personnages vivent sont assez crasseux, sont assez pouilleux, font pas très envie. On a une sorte de, voilà, de lumière de studio, de lumière artificielle qui est posée sur tout ça, qui permet d'y trouver un peu de poésie, qui permet de mieux instiller un sous-texte de fantastique dans le film. Alors justement, un sous-texte qui n'est pas que un sous-texte, que je rattrape un peu vos messages, Penny Dreadful, un super moment, mais oui, absolument, Dragoral, c'est absolument génial. My Face, tu dis, le film étant aussi une critique sociale, il faut bien caricaturer un peu. Oui, certes. J'aime trop la vibe de nuit dans la salle de sport quand la première musique sur le plan s'est lancée. J'attendais l'arrivée d'une soucoupe volante. Ah oui, mais d'ailleurs, Pierre O, la musique, elle est vachement bien dans le film. J'avoue que j'avais pas vu tout ça. Et c'est très cool du coup d'en parler. Bah écoute, mais je compte aussi bien sûr qu'elle ira sur vos réactions. Et encore une fois, vous avez vu le film plus récemment que moi, donc n'hésitez pas à enrichir ce que je dis. Mais alors du coup, donc cette histoire de la lumière m'amène sur ma critique principale du film, qui est justement le fantastique. Parce que comme je disais, cette espèce d'atmosphère de studio de cinéma prépare le terrain un petit peu pour l'intrusion du fantastique dans le film, parce que donc comme pour dans Sainte-Maude, Sainte-Maude c'est un film purement fantastique. C'est la définition du fantastique, c'est-à-dire que donc qui a d'abord été associé à la littérature bien sûr, donc le principe de la nouvelle fantastique qui est repris au cinéma, c'est-à-dire que vous avez une histoire qui, tout au long de son déroulé, peut avoir une lecture surnaturelle et une lecture rationnelle, et les deux se tiennent jusqu'au bout, et en général vous avez une fin ouverte qui laisse la possibilité de l'interprétation, le choix voilà, de la lecture rationnelle ou surnaturelle. Moi j'adore ça, tout simplement. C'est vraiment tous les films en général que je préfère, que je cite, que ce soit, par exemple, j'en parlais encore récemment en parlant de l'orphelinat, mais donc c'est le cas de Sainte-Maude aussi, où jusqu'à la fin, du coup je sais plus qui dans le chat tout à l'heure évoquait les 5 dernières secondes de Sainte-Maude, où là, bah, c'est exactement ça. On accole les deux lectures possibles. Après, vous faites un peu votre choix. Est-ce que, même si le fait que le dernier plan du film choisisse de conclure le film sur la lecture rationnelle, ce qui indique quand même un petit peu ce que le message que veut faire passer la réalisatrice, en soi, même la lecture rationnelle n'empêche pas radicalement d'intégrer la lecture fantastique dedans et de se dire que les deux sont réellement superposés et que l'une n'exclut pas forcément l'autre. Même si on voit bien qu'il y a une sorte de cynisme dans Sainte-Maude qui vient un peu tempérer tout ça, voilà, globalement on reste quand même sur une fin ouverte. Et du coup, j'attendais beaucoup de voir comment Rose Glass allait traiter le fantastique dans le Love Lies Bleeding, parce que je trouvais qu'elle l'avait si bien traité dans Sainte-Maude. Et Sainte-Maude, moi je trouve que c'est excellent, je trouve que c'est vraiment un très 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 bon film. Mais il est très scolaire, il a un peu le côté premier film, dans le sens où il est très scolaire, il respecte une structure de scénario à la lettre, très fidèlement, voilà, quelque chose de très propre, il n'y a pas un truc qui dépasse, voilà, l'utilisation du fantastique, elle est très bien pensée, encore une fois, elle est très scolaire. Mais
je me rende à l'évidence que moi, tout simplement, j'aime aussi parfois quand c'est scolaire, quand c'est bien fait. Je trouve souvent alors que c'est bien parfois d'éclater les modèles et de réussir à tordre les règles pour en faire des choses nouvelles, mais il y a aussi plein de fois où finalement les règles, on s'aperçoit qu'elles sont pas toujours là pour rien, et que quand on réussit à créer au mieux et à s'exprimer au mieux à travers ces règles et à en faire ressortir le meilleur, bah finalement c'est peut-être encore mieux. Enfin, bon, ça dépend bien sûr, mais du coup, moi je sais que je suis assez sensible aux films justement qui sont bien structurés et voilà, qui savent précisément où ils vont et qui ont une fin carrée dans ce sens-là. Et du coup, Love Lies Bleeding, et ben c'est moins comme ça. C'est intéressant parce que du coup c'est plus libre dans l'écriture, c'est un peu plus foutraque, mais du coup c'est moins propre dans l'écriture. Je trouve que du coup c'est moins maîtrisé et moins bien équilibré que Sainte Maud. Et donc j'en viens à cette utilisation du fantastique parce que du coup on attend le fantastique tout au long du film, et il y a des choses, il y a des petits indices qui font qu'au fur et à mesure effectivement on bascule un petit peu dans le fantastique, mais finalement on y bascule très peu jusqu'au moment où on y bascule totalement. Donc il y a deux scènes en particulier, même si encore une fois il y a quelques trucs qui sont disséminés à droite à gauche mais qui sont très timides tout au long du film. Il y a deux scènes où on y bascule totalement, c'est la scène du concours de bodybuilding, donc où le personnage de Katie O'Brien finit par se rendre, elle finit par réussir à y aller, même si c'était pas gagné, mais à ce stade du film elle est complètement droguée aux stéroïdes et elle ne va pas bien. Et elle se sent un peu dépossédée de son corps, et en fait elle se retrouve sur scène, et au moment de prendre la pause et tout, bah en fait elle vomit sur scène, mais elle dans sa tête elle a l'impression qu'en fait elle vomit, l'effet est assez saisissant à l'écran, elle vomit Kristen Stewart en fait. Et donc c'est une scène qui est saisissante, on s'attend pas à ça. Et du coup, là, il y a bien le fait d'accoler les deux versions, hein. Donc on la voit d'abord vomir Kristen Stewart, donc version fantastique, et ensuite on revient sur un point de vue extérieur avec un plan plus large, et on s'aperçoit qu'elle a juste vomi sur scène. Mais du coup, en fait, là, tout à coup, le fait, un truc aussi spécial, aussi bizarre que ça, que le fait qu'elle vomisse le personnage de Kristen Stewart, alors que ça arrive facile aux deux tiers du film. Euh, En fait, on passe un palier en termes de fantastique euh, pour lequel le reste du film ne nous a jusque-là pas du tout préparé. Et ce serait intéressant, cette espèce comment dire, de choc un peu, de voilà, de revirement assez radical. Le problème, c'est que cette image du fait qu'elle vomisse Kristen Stewart, j'ai l'impression, je la trouve pas très pertinente. Alors peut-être que dans le chat vous allez avoir un autre avis et que vous avez une autre interprétation, mais en fait j'ai trouvé que en termes de symbolique, alors déjà je trouve que c'est le genre d'image qu'on a un peu déjà vu, tout ce qui tourne un peu autour de la représentation, un peu la naissance, comment dire, l'idée de représenter un humain en fœtus, un peu ce genre de choses, enfin des sortes de métaphores autour de l'accouchement. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup vu déjà dans le cinéma de genre. Et en plus, là, je trouve que dans cette histoire, je trouve que ça veut un peu tout et rien dire. Je pense qu'on peut accoler plein de sens différents sur cette séquence sans que ce soit extrêmement pertinent, comme on peut réussir à ne lui trouver aucune signification. En tout cas, moi, j'arrive pas à savoir pourquoi, à ce moment-là, le film choisit de nous montrer ça. Donc, au-delà du fait que je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, encore une fois en termes de représentation fantastique, je trouve en plus que la séquence, mis à part faire un peu un mouvement de genre en fait ça dit rien, je trouve que ça dit rien, et c'est dommage parce que Rose Glass, enfin dans Sainte Maud il y a rien qui ne veut rien dire dans le film. Du coup là j'étais un peu déconcertée par ça. Je rattrape un peu vos messages. Kalira, tu dis j'ai l'impression d'avoir mis du temps à voir le fantastique. Mais oui, franchement, pendant longtemps, le film n'est que, entre guillemets, un thriller avec un ton un peu noir, un peu étrange, un peu barré, mais pas vraiment fantastique. Ça n'empêche pas qu'il est très bien, hein, mais du coup, à se demander presque s'il aurait pas fallu qu'il tienne ce ton-là, quitte à être moins un film de genre. Enfin, il aurait quand même été un film de genre, mais en tout cas pas un film ni fantastique, ni horrifique, ni quoi. Et ça aurait très bien fonctionné aussi, quoi. Et oui, Luigi, si ton attends quoi, il réagit à ce que je dis, bah écoute, oui, il faudra que tu vois le film. Salut Baba, bienvenue sur ce chat. Kalira, tu dis j'ai un peu de mal à interpréter cette scène, justement, elle m'a laissé un peu dans le flou. Ben oui, pareil. Voilà. Donc voilà, ça c'est la scène qui m'a dérangée, entre guillemets. Moi j'étais complètement pour que le film aille dans ce type de folie, mais du coup là je trouve pas ça super pertinent, malheureusement. Euh, Pas très bien maîtrisé, pas très bien exploité, pas très bien amené. Ce qui est bête parce que avant d'arriver là,
Il faut que je vous mette des photos. Alors, j'ai pas de photos de la scène du vomi, mais au moins des photos voilà, du concours. Avant d'arriver là, je trouve que la scène du concours de bodybuilding, elle est vachement bien. Voilà. Salut Laurelas. Et l'autre scène du coup qui m'a un peu dérangée, c'est la fin. Enfin, l'avant-dernière séquence où on se retrouve. Alors, Kalia, tu dis, il y a tellement de petits trucs minutieux dans le film à côté. Oui, absolument. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit, il y a vraiment un déséquilibre, je trouve. Rappel pour ceux qui viennent d'arriver que dans ce stream, on spoil le film. Donc si vous l'avez pas encore vu, voilà, soyez prévenus. Et donc là, notamment, je vais parler de la fin. La fin, donc, elles se retrouvent toutes les deux confrontées au personnage de Ed Harris qui va les tuer de manière certaine. Et en fait, le personnage de Katie O'Brien, à ce moment-là, avec une force décuplée par les stéroïdes qu'elle prend jusque-là, devient en fait géante, gigantesque, elle devient une montagne de muscles, elle devient vraiment géante, c'est-à-dire qu'elle se met vraiment à faire la taille de 2 immeubles, et en fait du coup elle tège le personnage de Ed Harris, elle le tue, je me rappelle plus exactement comment ça se passe, elle sauve Kristen Stewart, et ensuite elles s'en vont dans une image qui est complètement fantasmagorique, de elles toutes les deux, qui sont du coup absolument géantes et qui courent dans les nuages avec des maillots de bain à paillettes dans une lumière rose, violette et tout, jusqu'à ce qu'on revienne à un cadre beaucoup plus rationnel après. Mais du coup, il y a cette scène qui est complètement barrée, qui a quelque chose de très joli, mais encore une fois, à ce moment-là, euh, on passe un palier en fait pour lequel en fait ça manquait de palier de décompression en fait entre le moment où on passe d'un thriller relativement normal, un peu plus classique, enfin en tout cas voilà avec peu d'éléments de fantastique, à complètement l'héroïne qui devient géante et qui tège le méchant et ensuite elle court dans les nuages. Encore ça on peut se dire que c'est un peu dans leur tête, c'est un peu métaphorique et tout, genre c'est cool pourquoi pas. Le problème, elle l'immobilise juste, il ne meurt pas, d'accord Baba. Merci pour le rappel. Mais Spooky, tu dis je l'ai pas vu, mais tu pourrais me dire non, je déconne, après cette description, je te croirais. Je comprends. Non, mais écoute, encore une fois, il faut voir le film du coup, hein, parce que vraiment, malgré tout, ce sont des images qui valent le coup d'être vues, même si je trouve qu'elles s'insèrent pas super bien dans le film, elles valent le coup d'être vues. Euh, et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc non seulement cette arrivée d'un fantastique complètement barré et encore une fois mal préparé, surtout qu'en plus là on n'est pas du tout dans le genre d'image beaucoup plus classique et galvaudé de la scène du vomi accouchement de la scène du concours. Là on est sur quelque chose de complètement autre, qui a un côté presque un peu disco, un peu, bon, je sais pas comment dire. Et en fait c'est que là du coup la grosse différence avec Sainte-Maude, c'est que dans cette scène, je trouve que il n'y a pas de lecture rationnelle qui est possible et du coup moi j'ai du mal à croire à la fuite des deux personnages parce que en fait, au moment où on les retrouve, le personnage de Ed Harris, dans mon souvenir, il va tirer sur Kristen Stewart. En fait, Katie O'Brien, elle peut être aussi forte qu'elle veut. Il n'y a pas de moyen qu'elle l'empêche de lui tirer dessus. En fait, j'arrive pas à comprendre euh, comment. Comment est-ce qu'on peut croire que les personnages s'enfuient. Et pourtant, la toute dernière séquence où on revient sur du rationnel, elles se sont vraiment enfuies. Il y a vraiment, c'est pas à un moment donné quand elles courent géantes dans les nuages, c'est pas une métaphore pour dire qu'en fait il les a tuées, mais qu'elles sont heureuses ensemble dans la mort ou quoi, pas du tout. Elles se sont réellement enfuies. Et du coup, moi j'ai beaucoup de mal à croire qu'elles se soient réellement enfuies. Et c'est là que je trouve ça beaucoup moins bien géré que Sainte-Maude. Et du coup, je trouve ça dommage cette espèce à un moment donné d'évacuation totale de la lecture rationnelle pour virer dans le fantastique en mode on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Après, j'en parlais avec ma coloc hier, qui venait de voir le film, et qui me disait, avant-hier, je crois, peu importe, qui me disait que elle, non, elle a vraiment l'impression que on peut très bien croire qu'elle est tellement forte que non, il a été scotché et que elle a tout à fait réussi à l'immobiliser et qu'il n'y a pas de souci et tout. Donc ça ne l'a pas dérangé. Donc c'est pas forcément dérangeant. Vous trouverez peut-être pas que c'est dérangeant. Encore une fois, moi je trouve que c'est surtout le déséquilibre dans l'utilisation du fantastique qui m'a posé problème. Alors que je rattrape un peu vos messages. Pas. Oula Victor, t'as beaucoup écrit. Tu as vraiment une réflexion sur le monstrueux où la question est est-ce que Lou a donné naissance au monstre qu'est devenu Jackie ou l'inverse comme nous montre cette scène. Le vomi sert aussi à mettre les addictions en parallèle. Oui, bien sûr qu'il y a un discours sur les addictions. Où la copine addicte à la mètre de Lou vomit devant chez elle, ça a pris pardon. Ça parle des addictions, aux stéroïdes, à la cigarette, mais aussi à l'amour. Tu as aussi cette idée de renouveau incessant où on n'arrive pas à se sortir des cycles d'oppression. Comme Lou, elle va aussi abuser sa sœur pour savoir où est Jackie, alors qu'elle se fait abuser par son mari, que Lou luttait contre, oui, absolument. Non, mais pas de souci, Victor. Oui, c'est vrai.
Enfin, ce que tu dis va pas en contradiction avec ce que je dis, donc je peux que dire oui, c'est vrai qu'il y a un discours effectivement sur les addictions, parce que... euh, mais ça, on va y revenir aussi un peu. Excusez-moi, je baisse un peu cette lumière qui me crame les yeux. Euh, on va y revenir aussi un peu par la suite, mais absolument, parce qu'il y a vraiment un discours de manière générale sur le corps et les addictions, ça passe par là aussi. Tiens, salut Bloody Effie. Hello, de mon côté, j'ai vu que Jackie vomissait Lou car elle vomit toute la drogue et les horreurs par lesquelles elle est passée à cause d'elle. Lou l'a créée dans un sens, elle est devenue un monstre, ce qu'elle ne voulait pas être. À la fin, elle lui hurle dessus, j'aurais aimé ne jamais te rencontrer. C'est vrai, Bloody Effie, mais en ce sens, vous avez tous les deux raison. Mais en fait, ce que je dis... Enfin, je suis d'accord, je trouve que c'est intéressant que vous projetiez ça sur cette scène, et je pense que en soi, vous avez raison. C'est juste que, quitte à faire passer ce message-là, je trouve que la scène ne la encore une fois, je trouve qu'on peut aussi projeter trop de choses sur cette scène pour que ce message-là passe de manière très claire. Et pourquoi, du coup, vraiment la symbolique un peu accouchement, enfin, en tout cas, moi, c'était pas la manière la plus évidente pour moi de transcrire ça pardon, pour que ça me parle et que ce soit pertinent par rapport au reste de l'imagerie qu'on a dans le film. Pourquoi pas, hein, tant mieux si vous avez trouvé que c'était pertinent et que ça fonctionnait, très bien, hein. Et je pense que vous avez la meilleure manière de l'expliquer, donc c'est très cool que vous l'ayez expliqué là et que j'ai pu le lire pour les autres. Mais voilà, moi j'avoue que c'est quand même une scène et deux scènes en l'occurrence qui m'ont un peu... que je trouve pas nulles, hein, je trouve pas qu'il faille les jeter, mais qui m'ont pas complètement convaincu. Mais du coup voilà, si vous voulez avoir d'autres avis que le mien, n'hésitez pas effectivement à écouter celui de Victor et de Bloody Effie. Alors Luigi, tu dis ce manque de palier, ça m'a fait la même avec la ligne verte, c'est pour ça que j'ai pas hyper bien reçu le film, ça sortait de nulle part et ça m'a pas trop plu. La ligne verte, j'avais pas revu depuis l'enfance ou l'adolescence, je sais plus, donc je saurais plus dire, mais c'est très possible que ce soit un peu le même système. Kalira, tu voyais pas la fin en fuite réussie. Je pense qu'à la fin, elles réussissent à fuir, mais en même temps, elles sont quand même... Enfin, leur amour, leur histoire d'amour est quand même imprimée de tout ce qu'on leur a fait subir et de la manière dont elles ont dû devenir elles aussi finalement des meurtrières, etc. pour réussir, pour accéder au bonheur, quoi. Donc c'est une semi-réussite, c'est sûr. C'est pas l'amour de conte de fées auquel Kristen Stewart rêve au départ, quoi, malheureusement. Mais c'est un amour quand même. Baba, tu dis, je sais pas si on voit Stewart jeter le flingue avec lequel elle frappe Ed Harris. Et puis je pense que tu restes sur le cul 2 minutes quand t'es une femme de 14 étages qui vient te mettre au sol. Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle elle fait pas réellement 14 étages, tu vois. euh... Oui, oui, la fin est pas forcément très optimiste, Pierre. Mais d'ailleurs, on y reviendra avec l'utilisation de la musique et le cadre de la toute dernière scène qui est hyper intéressant. Mais du coup, voilà. En tout cas, ça c'était un peu pour ce que j'avais à dire sur l'utilisation du fantastique et pourquoi je trouve que c'est pas qu'il y a des choses qui sont ratées. Bon, je mets une photo random, hein, j'en ai plein, donc il faut bien que je change de temps en temps. Voilà. Ensuite, je vais repasser un peu sur ce que je trouve quand même de très cool dans le film, au-delà des choses qu'on a quand même déjà pu évoquer, c'est que c'est une représentation de la colère des femmes comme on a pu rarement en voir. C'est d'autant plus évidemment pertinent que ça passe par la représentation d'une relation lesbienne, qui a encore plus de raisons d'être en colère que les femmes hétérosexuelles. Et... et qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, voilà, si le personnage de Katie O'Brien, alors du coup, vous me rappeliez dans le chat son nom, j'ai oublié. Du coup, c'est. J'oublie celle qui s'appelle Lou et l'autre, merde, j'ai oublié. Que je me mette à les appeler par leur prénom plutôt que. Pardon. Que dire le personnage de machine à chaque fois. Mais non, mais donnez-moi une page Wikipédia, non, un chien. Jackie, ah oui, d'accord. Alors, mais attends, là, c'est. C'est qui est Jackie, c'est qui est Lou? Ah oui, donc Kristen Stewart c'est Lou et Katie O'Brien qui est Jackie. Ok, très bien. Donc, si le personnage de Jackie, donc si Jackie devient géante, c'est aussi, et là sur le côté métaphore j'aime beaucoup, c'est pour représenter l'espèce de colère et de révolte énorme qui gronde dans le cœur des femmes face à l'oppression masculine. Parce qu'en plus, là, du coup, on est vraiment le cliché de l'oppression masculine, avec le personnage de Ed Harris qui est vraiment la caricature Enfin, ils sont tous la caricature du mec toxique, hein, les hommes là-dedans.
mais en même temps des personnages qu'on voit, enfin qui semblent malgré tout très réels, enfin même si Ed Harris il a un côté presque cartoonesque un peu avec sa coiffure horrible et tout, on voit bien comme ce genre de mec peut malgré tout exister. Puis donc évidemment le personnage de Dave Franco qui bat sa femme de manière absolument terrible. D'ailleurs merci à Rose Glass d'avoir pensé à caster Jenna Malone pour jouer la sœur de Kristen Stewart, parce que c'est tellement le même type de physique, il fallait qu'un jour elle soit sœur dans un film. Et vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit ah, parfait. Bref, peu importe. Donc, comment dire, le corps de de Jackie, du coup, sert réellement, je pense, en soi, de métaphore, de métaphore de la colère des femmes envers les hommes. Alors même si, évidemment, elle existe aussi en tant que personnage à part entière, qui est simplement une femme, comme elles ont évidemment le droit de l'être, qui est fan de muscu et de juste de dépassement de soi à travers son corps, et fan d'expression physique et de bodybuilding, tout simplement. Et c'est trop bien d'avoir ce type de représentation, parce que putain, des femmes qui aiment le sport et qui aiment avoir des corps imposants et qui aiment avoir des corps musclés et pouvoir s'en servir, etc., il y en a plein. Moi je le dis du point de vue d'une meuf qui a fait du derby, mais même au-delà de ça, au-delà du derby, il y en a plein. Donc c'est trop bien d'avoir enfin ça. Mais en plus, voilà, dès le début, son corps à Jackie est mis tout de suite en opposition à des mecs avec qui elle voudrait se fighter. Donc, et là où Lou, au contraire, elle est plutôt un peu là pour calmer le jeu, même si elle admire beaucoup la force et la colère et la puissance qui se dégage de Jackie, c'est un peu aussi pour ça qu'elle l'aime, entre autres, il y a quand même un côté... qu'est-ce que je veux dire? Elle est là pour calmer le jeu, euh, je sais plus ce que je veux dire. Bref, elle est dans l'admiration de ça, mais en tout cas, voilà, Jackie, c'est vraiment, elles sont, comment dire, elles sont un peu comme les deux phases, les deux parts de personnalité féminine, pas dans le sens de la féminité, mais dans le sens de la part de raison qui prévoit de, comment dire, de se laisser marcher dessus, c'est beaucoup dire, mais en tout cas de la jouer plus cool pour essayer de vivre de manière relativement safe, et au contraire la part de colère absolue et de puissance absolue qui veut défoncer la gueule de tous les hommes. Il y a un peu... C'est un peu en ça qu'elles sont complémentaires, et du coup ça je trouve ça super intéressant, et donc la manière à la fin dont Jackie devient énorme pour justement parler de ce trop plein de colère et de cette violence qui explose, je trouve ça très beau, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, tout au long du film, il y a ça. Donc, quand elle prend des stéroïdes, la manière dont ça gonfle, certes, comme le disaient Victor et Bloody Effie, il y a ce discours sur l'addiction. Mais je suis désolée. Qu'est-ce que je veux dire? C'était où là? Où est-ce que j'allais avec cette phrase? Bref, mais il y a le côté en tout cas colère qui gronde, et j'aime beaucoup cette manière de représenter la colère de la femme à travers un prisme physique. Et justement, on se disait, alors, à la rédaction d'Écran Large avec Déborah qui a regardé la série She-Hulk, ce qui n'a pas été mon cas, elle disait, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris une meuf comme Katie O'Brien pour jouer She-Hulk? Parce que comme à l'époque du Paris Fan Festival, on avait fait une conférence écran large, donc avec Geoffrey, Déborah et moi, sur la représentation des super-héroïnes au cinéma. Et ensuite, on avait fait un épisode de podcast. Si vous voulez écouter le podcast d'écran large, on a fait un épisode là-dessus, tous les trois. On parlait de la série She-Hulk en disant c'est quand même fou cette manière d'avoir littéralement voulu faire un Hulk féminin, mais de ne pas avoir osé la représenter réellement musclée à aucun moment. Même quand elle est en Hulk, elle est en She-Hulk, elle est grande, bon, globalement elle est peinte en verte, et elle est juste fit comme une mannequin, mais à aucun moment elle est bodybuildée comme le vrai Hulk, ou enfin comme le vrai Hulk, en tout cas comme le Hulk masculin, et pas du tout non plus comme Katie O'Brien. Donc on s'est dit putain, là enfin on a une représentation littéralement de super-héroïne féminine, telle qu'on peut représenter les super-héros qui, eux, ont le droit d'être dans le volume, d'être dans vraiment la démonstration de musculature. Là, elle aussi, Katie O'Brien, c'est ça qu'elle représente, et en fait, c'est marrant de voir qu'il faut se tourner vers ce genre de film complètement indé pour avoir une réelle représentation de super-héroïnes féminines, justement, telles qu'on a envie de les voir en tant que spectatrice féminine. Et attends, excuse-moi Laurie, tu dis pardon pour la question hors de propos, mais tu streams jusqu'à quelle heure environ? Les streams cinéma en général ils durent à peu près ils durent entre 1h30 et 2h. Donc on a commencé à 20h, donc oui, je sais pas si on aura fini d'ici une demi-heure, mais d'ici 30-45 minutes, je pense. Luigi, tu dis, alors qu'est-ce que tu n'as pas lu? Ah oui, c'est toujours sur la ligne verte, pardon. Ma souris qui se balade, je voudrais la récupérer sur mon écran, s'il vous plaît. Voilà.
Victor, tu dis c'est le patriarche ultime et Daris c'est le père de Lou, mais il est propriétaire du gym, du stand de tir, et même la police lui appartient. Oui, mais complètement, tu vois, c'est ce que tu dis en fait à travers son personnage qui est physiquement caricatural. Est-ce que j'ai une photo de lui dans mon petit diaporama qui est physiquement caricatural, il embodies, enfin il représente. Bah alors c'est aussi le cas du personnage de DeFranco qui est vraiment la représentation basique du white trash un petit peu, du mascu white trash en tout cas. Voilà, le personnage de Ed Harris, il incarne toute la représentation de masculinité toxique qui peut se décliner, comme tu le dis, dans le genre du public qu'on peut voir à la salle de sport, les personnes pro-armes, propriétaires de centres de tir, la police, etc. Voilà, ça pourrait... En fait, toutes ces entités-là pourraient être des personnages différents, mais en fait, elles sont toutes rassemblées dans le personnage de Ed Harris, qui est vraiment un personnage... En fait, ouais, parce que je veux pas faire la transition trop rapidement sur ma troisième partie, mais c'est une sorte de divinité aussi en ce sens-là, cette espèce de personnage un peu archétypal qui va englober cette masculinité toxique. Parce qu'il y a un affrontement des divinités un peu là comme si on était sur le mont Olympe entre lui et Jackie du coup. Mais ça on va un peu y revenir dans la troisième partie. Luigi, tu dis c'est peut-être la différence entre un film de genre qui a quelque chose à raconter et un divertissement de gros studio qui veut surtout faire du blé sans choquer personne. Pour She-Hulk, oui, non mais bien sûr, Luigi. Évidemment que voilà, on peut pas sincèrement comparer la démarche artistique de Rose Glass et celle des personnes derrière la série She-Hulk, mais malgré tout, c'est quand même terrible qu'une série qui vraiment soit basée sur le personnage de She-Hulk, qui est vraiment censé être un Hulk féminin, n'ose même pas représenter une femme musclée, quoi, qui est vraiment juste une mannequin peinte en verte, quoi, parce qu'il y a un énième fantasme juste qui change de couleur pour le plaisir de la variété, mais c'est... Enfin bref. Donc bref, c'est pour moi, c'est voilà, Love Lies Bleeding, malgré les quelques défauts que j'ai pu souligner, c'est le film de super-héroïne qu'on attend en fait, mais que le cinéma de super-héros ne veut pas nous donner. Je- Il vieillit pas super bien. Non mais oui, alors là, la coiffure, vraiment, ça n'aide pas, absolument pas. Euh, Victor, tu dis oui, chez lui, il y a des colonnes doriques comme dans les temples gréco-romains. Ah bah c'est bien que tu rajoutes cette... Tu vois, je m'en rappelais pas du tout. Je ne me rappelais... C'est maintenant que tu le dis, oui, effectivement, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le film, je m'en rappelais pas. Mais t'as raison. Mais tu vois, ça va dans ce sens-là, je pense qu'on va en reparler du coup dans la dernière partie. Edouard Philippe Redneck Edition. Euh, Ah, Mister Moses, tu dis, ouais, après la She-Hulk des comics est déjà de type mannequin. Alors certes, c'est vrai que moi j'ai pas lu les comics, donc voilà, j'ai absolument pas d'expertise à donner sur le sujet. Ça ne m'étonne pas, de toute manière, même dans les comics, les super-héroïnes sont quand même, voilà, elles sont très fit, mais elles sont absolument pas musclées en volume. Mais pour la série She-Hulk, on sait qu'ils ont réaminci en plus son apparence en She-Hulk, que même au départ elle devait quand même être un peu plus musclée que ça, et qu'ils l'ont encore réduite. Ce que je trouve catastrophique dans l'idée. Mais bref. Euh, Donc voilà, bon bref, sur la partie sur la colère des femmes, je passe peut-être un peu vite dessus, mais au final, voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est donc la troisième partie. Euh, En fait, pour en revenir un petit peu à Sainte-Maude, ce que je trouve brillant dans la mise en scène de Sainte-Maude, comme je le disais un peu, c'est cette manière d'accoler le surnaturel à le rationnel, mais parce qu'en fait, Sainte-Maude parle, comme je le raconte dans ma vidéo et comme je le raconte dans mon dossier abonné, etc., parle en réalité de crise mystique, d'extase mystique donc, que ressent le personnage de Sainte-Maude, à travers la possibilité que les extases mystiques soient en réalité des crises d'épilepsie. Et je pense que c'est très très inspiré du cas de Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, qui dans son autobiographie, donc c'était une religieuse, Sainte Thérèse d'Avila, qui a priori souffrait d'épilepsie, peut-être. Voilà, Sainte Thérèse d'Avila qui a beaucoup décrit dans son autobiographie la manière, donc ses extases mystiques, et notamment à un moment donné où elle a vu un ange apparaître devant elle, un ange nimbé de lumière, qui lui aurait un certain nombre de fois transpercer le cœur avec ce qu'elle appelle un dard, c'est une sorte de flèche, un dard en or, il lui aurait transpercé le cœur à répétition, je vais pas vous mimer le geste avec ma main, mais oui, le genre, lui provoquant, dit-elle, une douleur immense et aussi un plaisir immense qui passe justement par cette douleur. Et que à travers ce plaisir et cette douleur immense,
dont elle dit qu'on ne peut que souhaiter qu'elle continue, qu'elle se prolonge, du coup, elle entre en communion avec Dieu, et elle est en contact direct avec Dieu, et en fait, ce qu'elle décrit, c'est de manière assez évidente un orgasme, et c'est pas pour rien que du coup, Bernini, le sculpteur, représentera une statue qui a fait, sculptera une statue de Sainte Thérèse d'Avila, qui aura fait un certain scandale à une époque, donc qui s'appelle... Comment s'appelle cette statue? Je me rappelle plus. Mais du coup, où on voit Thérèse d'Avila qui est presque lascive, un petit peu dans une pose qui peut sembler un petit peu lascive, en tout cas qui est vraiment dans une extase, mais qui ressemble complètement à un orgasme, avec effectivement un ange qui lui transperce du coup le cœur avec sa flèche. Et en fait, Thérèse d'Avila, quand elle décrit dans le texte, elle dit que le corps participe énormément à cette extase. Que donc c'est vraiment un plaisir charnel. Elle l'écrit pas comme ça, mais quasiment. Et du coup, la statue de Bernini, elle aura fait un peu scandale, parce que justement, ce qui est décrit, ce qui sculpte, c'est un orgasme. C'est une statue extrêmement sensuelle, alors que c'est la représentation d'une religieuse en expérience mystique. Et donc Sainte Maud, en fait, ça parle de ça, parce que depuis, en fait, il y a plusieurs médecins que je cite dans ma vidéo et dans mon dossier, qui ont étudié les extases de Thérèse d'Avila à travers le prisme du coup de la médecine, selon laquelle ce serait vraisemblablement des crises d'épilepsie, parce qu'il y a une forme d'épilepsie, donc qu'ils appellent l'épilepsie insulaire, peut-être bien, je crois, parce que du coup ils disent que la source de ces crises-là se situe dans le cortex insulaire, dans le cerveau, et qui fait qu'en fait c'est un type d'épilepsie qui va exacerber un sentiment d'hyper-religiosité, qui va vous donner en fait justement lors de crise une sorte d'impression d'être baigné de lumière, voilà, d'être le témoin d'une sorte d'aura mystique, où en fait vous allez pouvoir ressentir éventuellement un très grand plaisir, et l'impression, et donc aussi éventuellement une douleur, et d'avoir vraiment une expérience absolument surnaturelle. Donc c'est un type d'épilepsie qui peut développer l'hyper-religiosité, pardon, l'hyposexualité aussi, donc qui peut aller avec, une sorte de chasteté, l'impression de flotter dans les airs, etc. Donc en fait, tout ce qui est représenté dans Sainte Maud, et dans Sainte Maud, avec la fameuse scène du feu d'artifice, c'est évident que le personnage de Maud donc se retrouve par terre, donc elle a de la salive qui coule elle a des convulsions, elle a de la salive qui coule de la bouche. C'est évident qu'elle est en pleine crise d'épilepsie. En même temps, l'image d'après nous la représente justement en train de léviter dans les airs avec le son qui s'éteint autour d'elle, comme si, au contraire, elle était soulevée dans les airs réellement par une puissance divine. Et donc pour ça, je trouve que le film est passionnant. Et excusez-moi, je rattrape un peu vos messages. L'Oréal tu dis je reste connecté ici mais je retourne à ma partie de jeu de rôle incroyable interprétée par des drags Queen and Kings. À plus tard tout le monde. Bah écoute, amuse-toi bien. Pas de soucis Victor, vas-y. Le rattrapage, je rattrape le reste en replay, mais avec plaisir de parler de ce film. Écoute, merci Victor d'être passé, et amuse-toi bien aussi. Ah, c'est gentil, Kalira, je vais vraiment regarder à nouveau Sainte Maud et aller voir la vidéo. Ta vidéo. Bah écoutez, faites tous ça, je pense. Sainte Maud mérite toujours d'être revue de toute manière. Et oui, bien sûr, allez voir ma vidéo, faites des vues, mettez des likes et des commentaires. Donc bref, je trouve ça fascinant comme démarche dans Sainte Maud. Donc cette double lecture toujours, parce que du coup, encore aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de médecins qui disent il semblerait vraiment très très fortement que Thérèse d'Avila ait été victime de ce genre de crise d'épilepsie, et en même temps, évidemment qu'on ne peut pas en être sûr non plus. Et est-ce que ces crises d'épilepsie voudraient pour autant complètement annuler la possibilité d'une expérience mystique? Pas forcément. Donc forcément, on peut pas... Voilà, encore aujourd'hui, on a une double lecture en fait sur ce qu'écrit Thérèse d'Avila, et c'est pour ça que dans Sainte Maud, il y a toujours aussi une double lecture qui est entretenue. Et donc, ce qui est fascinant dans Sainte Maud, parce que là je vais me concentrer sur la mise en scène du coup de Rose Glace, c'est toutes ces séquences où vous avez en fait du coup Maud qui entre en extase et qui atteint un état où on sent qu'elle est au bord de quelque chose qui ressemble du coup à un orgasme, comme le décrit Thérèse d'Avila, où en fait à la fin, donc elle se caresse le visage, en fait tout autour d'elle se met à palpiter un peu les motifs sur le papier peint, la lumière, etc. commence à battre un peu comme un organe, tout devient sensuel, tout devient palpitant et vivant, et la caméra coupe au moment en général où Maud a une sorte de sursaut d'inspiration qui ressemble à un orgasme, et en même temps qui est effrayant parce que son visage se déforme à ce moment-là. Se déforme, et en fait la caméra coupe vraiment à l'instant, à la demi-seconde où ça devient
bizarre et effrayant, laissant toujours le doute sur ce qui a suivi, est-ce que c'est et laissant la question en suspens de est-ce que ce qu'elle vient de vivre c'est positif ou est-ce que c'est effrayant. Et du coup, est-ce que en fait, est-ce qu'elle est folle parce que du coup, enfin, Maud dans le film, elle devient meurtrière tout simplement en pensant accomplir la parole de Dieu, elle devient meurtrière. Et du coup, est-ce qu'elle est juste en train de sombrer dans la folie, d'être manipulée par une foi exacerbée, ou est-ce qu'elle a réellement des expériences mystiques positives. Voilà, il y a un peu l'horreur et la beauté de la chose qui sont toujours en train de cohabiter. Et donc, je trouve ça brillant. Et donc tout le propos du film tient à cette manière de couper vraiment en suspens, vraiment au bord de l'orgasme et de l'extase mystique, l'image. Et en fait, dans Love Lies Bleeding, vous avez exactement le même principe, le même procédé qui est repris, avec tous les moments où, donc, une fois que Jackie elle a commencé à se droguer, donc à s'injecter des stéroïdes, en fait, elle a des moments où elle sent ses muscles aussi palpiter, et des moments où ses muscles en fait commencent à se déformer, à gonfler d'un coup, dans un bruit de craquement, hein, dans mon souvenir, et à chaque fois c'est pareil, la caméra coupe au moment où ça devient too much, au moment où ça devient bizarre, jusqu'à ce qu'à un moment donné on ait une scène où vraiment on sent qu'elle commence à devenir géante, là vers la fin, où elle a son dos justement qui se développe de manière vraiment fantastique pour le coup, mais du coup voilà, tout au long du film, on est un peu rythmé par ça. Et donc moi j'ai adoré que Rose Glass elle reprenne justement ce style de mise en scène là que je trouve si signifiant et si efficace, donc elle avait mis en place dans Sainte Maud. Et en fait ce que je trouve très intéressant c'est que dans Love Lies Bleeding il s'agit aussi bien que pour Thérèse d'Avila que pour Sainte Maud, que de rapports sacrés au corps en fait. On voit que Tar les bleus entre ses doigts. Ah oui, oui absolument. Et donc en fait dans Sainte Maud on est vraiment dans une sorte de sacré, comment dire, de sacré très vertical, de Dieu qui, en tout cas un Dieu supposé, enfin tel que l'imagine Maud du coup, Dieu qui a une influence sur Maud, qui ensuite, elle, tue des gens sur Terre, tout simplement. Une sorte de verticalité, voilà, du message divin, et du Dieu qu'on ne voit pas, qui apparaît évidemment à un autre monde, et ensuite de Maud qui est encore dans sa dimension à elle, et ensuite le monde plus normal. On est vraiment dans la verticalité un peu transcendantale, voilà. Ici, on est dans un sacré complètement horizontal. D'ailleurs, on est dans un paysage, un type de paysage très horizontal aussi, et là, pour le coup... on est vraiment dans un sacré extrêmement organique. Alors dans Sainte Maud aussi, parce que je vous parlais de palpitations et tout, il y a plein de plans dans Sainte Maud, des gros plans sur la sauce qui bout dans une casserole, ou bon, ou une ampoule avec la lumière qui varie un peu de couleur, qui montrent à quel point la caméra va chercher des marqueurs de vie et du coup de présence divine dans la moindre petite chose un petit peu vulgaire du quotidien. Donc il y a quelque chose ici de très incarné et de très organique, mais ici on est vraiment dans le rapport sacré au corps, mais dans le sens où le sacré vient vraiment de l'intérieur et dans le corps lui-même, pas dans la manière dont une divinité voudrait l'utiliser, dont un dieu supérieur en tout cas voudrait l'utiliser. Et en fait, du coup, c'est le personnage de Jackie elle-même qui devient l'incarnation du sacré et l'incarnation du divin. Donc, quand je disais que c'était une super-héroïne féminine, donc une super-héroïne female gaze, en fait, c'est même une divinité à ce stade-là. Elle devient divinité, même si ça passe, comme le disait Victor, comme on le disait plus tôt, par un discours sur l'addiction et la manière dont dont on est dévié de sa trajectoire par les embûches qu'on a sur son chemin, que ce soit du coup la pression de la masculinité toxique ou les addictions. On dévie, on arrive quand même sur une forme de divinité. En tout cas, c'est comme ça que la perçoit le personnage de Lou, pour le coup. Elle l'admire vraiment comme une déesse, pour le coup. Enfin, elle est amoureuse depuis le début, elle est vraiment dans le regard de ce personnage, dans l'admiration totale. Et voilà, elle la considère comme déesse, elle la perçoit comme déesse, et évidemment, c'est ce qui est montré à la fin avec le fait qu'elle devienne géante. Et du coup, c'est en ça que je trouve que ce film-là répond magnifiquement à Sainte Maud, parce que c'est une autre vision qui est tout aussi pertinente, je pense, sur le sacré qui passe par le corps, qui passe par l'organique, qui passe par la chair. Et du coup, je trouve que les deux films sont hyper complémentaires. Ils s'intéressent en soi à la même manière, enfin la même recherche d'absolu et de vivant et de manifestation de vie absolue à travers le corps. Donc, ce qui est vraiment ce qu'incarne le personnage de Jackie. Mais voilà, d'un côté dans une perspective divine, et dans l'autre pas du tout, au contraire, tout au contraire quoi. Oui, absolument, comme tu dis, Kalira, il y a des plans assez longs ou au ralenti où elle l'admire et tout, elle est vraiment dans la contemplation d'un être divin. Et
Alors je voudrais chercher une autre photo aussi. Là c'était plutôt pour ce que je disais sur la colère des femmes. Voilà, il y a des plans aussi qui ont une aura assez mystique comme celui-ci. Euh, Voilà, la mise en scène de la scène justement du concours, à la fois c'est un peu cynique parce que on sait enfin on sent que ça va mal se passer parce qu'on sait à ce moment-là que tout se passe super mal dans leur vie, mais que du coup Jackie elle a plus que ce concours pour essayer de se rattacher un petit peu au bonheur qu'elle envisageait pour elle-même, et on sent que ce bonheur va être brisé justement à cause de cette addiction, à cause de toutes les emmerdes dans lesquelles l'a un peu entraîné Lou. Et en même temps, elle est vraiment mise en scène là aussi, pas comme une divinité, mais c'est ce à quoi sert ce genre de concours, hein, où à aucun moment est-ce qu'on demande aux candidates ou aux candidats même de faire une démonstration de force. À aucun moment on leur demande de soulever des poids, voilà, parce qu'en plus c'est souvent des personnes qui font de la gonflette, qui font un type de sport qui permet de développer beaucoup en volume, mais qui sont pas forcément non plus les personnes les plus puissantes. Bah alors là dans le film elle est un peu les deux. Mais du coup on est vraiment dans l'admiration du symbole du corps et de l'icône que représente le corps, mais du coup effectivement on est dans l'iconisation du personnage. Alors parfois quand je parle d'iconiser ou d'iconisation dans mes articles écran large, parfois on me reprend en disant non mais c'est un anglicisme, en France on ne dit pas icône, on dit emblème, enfin emblématique et pas iconique et tout. En soi c'est vrai, là le vrai terme c'est iconiser, dans le sens où le but c'est de faire de ce personnage, à travers l'image, réellement une icône religieuse. Avec ce type de religion du corps du coup, et de l'amour complètement dépourvu de regard masculin, de regard désirant hétéronormé masculin, je veux dire. Euh, donc voilà, et enfin, cette scène est très représentative de ça. Donc il y a toujours un peu le double discours ironique, un peu cynique, enfin non, cynique, je pense pas que le film soit cynique, mais en tout cas ironique, enfin un peu d'ironie dramatique autour de, bah à la fois c'est terrible ce qui se passe et en fait son corps est perverti du coup par la drogue et elle arrivera pas au bonheur auquel elle voulait parvenir à travers justement le culte de son corps et de la musculation, et elles vont être entravées dans tout ce qu'elles tentent et dans tout ce que leur amour tente à cause justement des hommes qui viennent leur pourrir la vie tout simplement, et de la violence qu'elles vont être obligées de développer en réponse à ça, en réponse à ça. Et en même temps tout au long et jusqu'à la fin il y a quand même cette espèce cette manière de porter au nu du coup, un amour qui est dans enfin un amour, ouais, de dimension presque divine, qui passe par le sacré du corps féminin libre. Et par libre, j'entends absolument pas soumis à quelconque regard, encore une fois, désirant, masculin, hétéronormé, etc. Et du coup, je trouve ça assez beau, parce que du coup, ça a quelque chose de tragique, ce discours. À la fin, le plan final qu'on évoquait très rapidement tout à l'heure, donc à la fin, le tout dernier plan, elle se retrouve dans une situation en fait assez cradingue, où le personnage de Kristen Stewart a dû, alors je me rappelle plus laquelle des deux l'a tué d'ailleurs. Non, c'est le personnage, justement, c'est Jackie, qui a tué la nana qui est amoureuse de Kristen Stewart. Elle lui a tiré dessus. Nanana, c'était. Voilà, c'était. Voilà. Elle lui a tiré dessus. Donc Lou se retrouve arrosée de sang. Et en fait, à la fin, elle doit se débarrasser du corps de cette nana, qui était super relou, on est d'accord. Après, est-ce qu'elle méritait ça, je ne sais pas. Donc elle la charge à l'arrière de leur camion et elle la décharge dans le désert pour aller l'enterrer. En fait, elles s'aperçoivent qu'elle est encore vivante, donc en plus, il faut la retuer par-dessus. Pardon, un petit peu roté. C'est un peu ce que cherche Jackie aussi en voulant gagner, je trouve, d'être une icône. Oui, absolument, Kalira, elle est complètement dans cette recherche-là aussi. Et du coup, à la fin, évidemment d'ailleurs qu'elle ne peut pas quitter Kristen Stewart, qu'il faut qu'elle reste avec elle, même si elle a vraiment envie de s'enfuir, parce que comme elle gagne pas le concours, elle peut pas apparaître comme divinité, comme icône auprès du public, parce qu'elle gagne pas, parce qu'elle a vomi devant tout le monde et que c'était la honte et tout. Mais par contre, Kristen Stewart, c'est celle qui la voit comme une déesse, et elle a besoin de ce regard-là, du coup, pour exister à travers justement ce corps de déesse. En ça, elles sont très complémentaires, voilà. Et donc à la fin, quand elle réenterre la nana qui est à moitié morte, là, du coup, on a un plan où Kristen Stewart est au premier plan, au volant du camion, et on a un surcadrage avec la fenêtre, donc on la voit de profil, et il y a un surcadrage avec la fenêtre de côté passager, à travers lequel on voit du coup Jackie qui est plus loin dans le désert et qui est en train d'enterrer la meuf, comme elle est forte et tout, c'est elle qui creuse et qui va déposer le corps. Et à ce moment-là, on a une petite musique, ça m'a d'ailleurs beaucoup perturbée d'entendre cette musique, parce que
pour moi, c'était la musique de Lost River, le film de Ryan Gosling, la chanson qui est chantée par Saoirse Ronan dans ce film qui s'appelle Tell Me, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté depuis la sortie du film. Et en fait, là, c'est la même mélodie. Alors, je sais pas qui est le compositeur original de cette musique. Est-ce que c'était déjà une reprise dans Lost River ou est-ce qu'il y a eu différentes versions depuis Lost River et tout, je ne sais pas. Mais du coup, j'étais. Enfin, comme Lost River, c'est pas très vieux, je m'attendais pas à reprendre, enfin, à revoir cette musique dans un autre film aussi récemment après. Et donc après la musique est très jolie, mais du coup là elle est jouée enfin pas c'est pas du piano, mais enfin voilà des petites notes un petit peu célestes comme ça, très mignonnes c'est vraiment une mélodie qui évoque pour le coup l'amour et la sérénité. Et en même temps l'image qu'on voit, c'est que elles sont globalement dans la merde et que même si elles ont réussi à s'extirper de leurs problèmes principaux, elles risquent, enfin je veux dire, l'image de leur amour est quand même gravement entachée, enfin elles sont devenues des meurtrières, est quand même gravement entachée à cause de ce à quoi les hommes les ont soumis, leur ont fait subir, et ce qu'ils ont réussi à réveiller et à déclencher en elles comme violence. Donc il y a ce discours très bizarre de à la fois oui c'est la beauté de l'amour et en même temps la tragédie de la violence en fait qui va avec la possibilité en fait de vivre un amour lesbien librement en fait tout simplement. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le fait qu'elles soient des lesbiennes, elles vivent dans mon souvenir, je crois pas que les personnages subissent beaucoup de lesbophobie dans le film, je crois, dans mon souvenir hein, encore une fois peut-être que je me trompe, je crois qu'elles vivent pas beaucoup de lesbophobie, mais toujours est-il, et d'ailleurs je pense que c'est très reposant pour les spectatrices concernées de pouvoir regarder un film avec une histoire d'amour lesbienne qui paraît beaucoup plus réaliste pour elles, sans en plus qu'on enfin, se remanger toute la lesbophobie qui va avec. Et malgré tout, le discours, évidemment, je pense qu'il est d'autant plus pertinent qu'on a affaire à des personnages lesbiennes, donc de parler de la difficulté de vivre sans violence, du coup, cet amour au grand jour, évidemment que je pense que ça va avec le fait que c'est une relation lesbienne. Donc je trouve que c'est très intelligent parce que ça parle de lesbophobie sans la montrer, sans la représenter. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement délicat là-dedans. Euh, Kalira, tu dis c'est juste Lou qui voit qu'elle est encore vivante et qui la tue. Ah oui, d'accord. Qui la tue définitivement. Et il était temps. Euh, Elle sème des cadavres, oui. Luigi, tu dis j'ai bugué quand tu parlais de Lost River, mon cerveau m'a envoyé Mystic River. Ah oui, non, et je voyais pas le lien entre le film et ce que t'en disais. Non, pas Mystic River, effectivement. Voilà. Donc, en soi, ça reste hyper intéressant. Enfin, voilà, tout ce que le film tente et tout, je trouve ça malgré tout assez passionnant. En fait, il faudrait que je le revoie. Parce que plus j'y réfléchis, plus j'en parle, plus je me dis qu'en fait, il y a quand même des choses vachement bien dans ce film. Et que Rose Glass, je pense qu'elle fera de grandes choses. Enfin, elle a déjà fait de grandes choses. Je pense qu'elle continuera à en faire. J'espère qu'elle arrivera à faire un troisième film après ça. Si effectivement le film marche mal, j'ai peur qu'elle ait du mal, mais j'espère que ça marchera quand même. Euh, Kalira, tu dis, il y a juste peut-être un type de la salle au début à qui Jackie fout un coup de poing. Ah, peut-être bien. En termes de, oui, de représentation de lesbophobie, tu veux dire, ouais, c'est possible. Je me rappelle plus. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas du tout prégnant dans le film. On a un peu l'impression. Moi, j'avais un petit peu peur. Enfin, peur. En tout cas, je m'attendais à ce que possiblement ça tourne autour de la difficulté de vivre une relation lesbienne au grand jour. Et en fait, pas tellement. Et je trouve ça hyper rafraîchissant pour le coup. Oui, absolument, Bloody Fish. Je suis complètement d'accord que Rose Glass est incroyable et qu'il y a plein de choses à en retirer. On est d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors en parlant justement de représentation de lesbiennes, tout simplement, j'en parlais du coup avec ma coloc, qui est donc lesbienne. Et parce qu'en fait, du coup, je me sentais un peu con de lui poser des questions parce que je me dis, putain, ça fait vraiment la meuf qui a eu que des relations hétéro dans sa vie et qui va demander à la lesbienne qu'elle a sous la main pour dire qu'est-ce que t'as pensé de ce type de représentation et tout. Mais en même temps, il y a quand même une scène sur laquelle je voulais l'interroger à ce niveau-là parce que j'étais pas sûre de comment la recevoir. C'est la scène en fait où après, parce qu'elle me disait que ça lui faisait vachement, enfin le film lui a fait vachement de bien aussi en termes de représentation de l'apparence lesbienne parce qu'elle en a marre. Enfin, je l'ai vu hein, devant les films et les séries et tout. Quand il y a des personnages de lesbiennes, elle disait mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire en termes vestimentaires, en termes d'apparence et tout, ça ressemble absolument pas en général aux lesbiennes qu'elle connaît parce que c'est des lesbiennes de cinéma faites pensées par et pour des hommes, même quand ça passe pas vraiment par des fantasmes sexuels et extrêmement exacerbés ou quoi. En général, ça reste des filles très normées cinéma quand même. Et donc là, elle disait que voilà, ça faisait vachement bien en termes de représentation et en termes de représentation de la sexualité aussi, parce que comme dans Sainte Maud, évidemment que
Dans Love Lies Bleeding aussi, cette histoire de sacré du corps et tout, et de vénération du corps, ça passe aussi par l'expérience charnelle, tout simplement, de la sexualité, et tout ça est très entremêlé. Et donc elle disait qu'en termes de représentation de la sexualité lesbienne, ça faisait du bien aussi, mais par contre, du coup, moi, le passage qui m'interrogeait, c'était le moment où, du coup, elles passent la nuit ensemble pour la première fois, et que dès le lendemain, en gros, Jackie demande à Lou si elle peut s'installer chez elle. Et que Lou, elle est en mode, oui, pas de souci, avec plaisir, parce qu'elle est folle d'elle. Euh, En voyant ça, je me suis dit, waouh, énorme cliché, parce que je sais pas à quel point vous savez ça, mais c'est vrai qu'il y a un cliché très tenace sur les lesbiennes qui dit qu'elles s'installent très souvent et très vite ensemble, que quelle que soit la fréquence à laquelle elles changent de meuf, elles s'installent, en tout cas, enfin, elles ont tendance à s'installer en couple très rapidement et à habiter ensemble très rapidement. Et du coup, je connaissais ce cliché, je connaissais des blagues là-dessus, parce que bon, ayant évolué dans le monde du derby, voilà, je connais beaucoup de lesbiennes, tout simplement. Mais je me disais, je me demande à quel point est-ce qu'une lesbienne se dit ouah putain, énorme cliché, c'est relou, ou au contraire, il voit justement une certaine fidélité de représentation de mode de vie lesbien et décomplexé, tout simplement. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ma coloc en disant qu'est-ce que t'as pensé de cette scène? Est-ce que tu trouves que c'est du foutage de gueule ou quoi? Et elle m'a dit que non, en vrai, ça l'a fait rigoler parce que, effectivement, elle s'est aussi dit énorme cliché. En même temps, elle s'est dit c'est vrai. En même temps, voilà, elle me disait elle a beaucoup d'amis ou de connaissances lesbiennes autour d'elle qui ont déjà fait ça, qui font ça, donc ça arrive, c'est pas systématique, mais effectivement ça arrive. Et elle disait que justement c'est pas mal que ce soit représenté dans ce film parce que peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les lesbiennes s'installent parfois rapidement ensemble. Ça peut être ça c'est mon copain qui me faisait remarquer ça, ça peut être parce que en tant que classe sociale spécialement opprimée, ça peut être une solution nécessaire parfois en fait de trouver un espace safe en fait en soi, non seulement de s'aider d'un point de vue économique, mais aussi voilà de pouvoir ouais, s'entourer en fait de trouver un espace safe à construire ensemble tout simplement. Il y a aussi l'oppression de la société qui mène à ça en tout cas. Et ce que ma coloc disait, c'est qu'aussi en fait les lesbiennes, comme c'est des meufs par définition en général, elles communiquent beaucoup plus et que du coup il y a beaucoup moins de complexes construits autour de la possibilité de s'installer ensemble qui dans les relations hétéros peuvent, enfin c'est une perspective qui très vite peut donner l'impression que oh là là ça engage pour la vie, oh là là alors si on habite ensemble après ça veut dire mariage et ça veut dire gamin et tout et voilà et comme il y a davantage un manque de communication, en fait chez les lesbiennes il n'y a pas ce problème là et on peut s'installer chez les gens et se désinstaller de chez les gens, enfin de chez sa copine en tout cas, beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus libre et voilà, et beaucoup plus décomplexée. Donc en même temps au contraire c'est finalement, enfin j'ai fini par trouver ça au contraire très intéressant que ce soit présent dans ce film, notamment parce qu'on parle beaucoup d'oppression masculine dans le film et que effectivement les circonstances nécessitent qu'à un moment donné les lesbiennes entre elles se serrent les coudes et se mettent à vivre ensemble pour créer cet espace à elles, quoi. Voilà. Euh, et donc c'est là qu'on dit bravo les lesbiennes, du coup. Encore une fois. Voilà. Qu'est-ce que... Je crois que j'ai à peu près terminé ma troisième partie. Oui. Je regarde mes notes. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, à peu près moi ce que j'avais envie de dire sur le film, avec donc voilà vraiment, même si je lui ai trouvé des défauts, certes, que je trouve pas ça tout à fait aussi parfait que Sainte Maud, pas tout à fait aussi maîtrisé, mais aussi du coup avec quelque chose de plus libre qui respecte moins certains codes. C'est vrai que dans les défauts, j'ai pas parlé d'autres trucs comme le fait que je trouve que parfois le film part un peu dans tous les sens et qu'il a du mal. Je suis désolée. Il a du mal parfois à tenir un petit peu en fait, quand il commence à te raconter une histoire, une intrigue principale ou une intrigue secondaire, en fait, il a parfois un peu du mal à la tenir, et en fait, il rajoute autre chose, et puis il part dans une autre direction. Et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui font que on a du mal à tenir les enjeux, on a du mal à se sentir impliqué, et il y a parfois un manque de cohérence dans les motivations des personnages, etc. C'est pour ça que, par moments, moi, je me suis pas ennuyée, mais je me suis sentie un peu... déconcentrée ou en tout cas pas aussi impliquée dans le film que je l'aurais voulu, parce que voilà je trouve que ça va avec le déséquilibre dont je parlais. Il y a un côté un peu foutraque qui m'a paumé, qui fait que je trouve que tout n'est pas bien équilibré, qu'il y a des choses qui sont trop caricaturales et d'autres pas assez, qui sont pas dans le même ton, ça matche pas bien, et les histoires qui se tiennent pas toujours super bien. Mais en fait c'est pour ça que en fait, je voulais pas tellement passer de temps à expliquer pourquoi je trouve pas que le film est parfait, parce que
je trouve ça tellement plus intéressant. Enfin, tout ce qu'on a dit là, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est que le film il met tout ça en place et c'est ça qui est passionnant. Et même malgré ses ratés, voilà, je trouve que son discours sur le sacré qui poursuit ce qu'il y avait dans Sainte Maud et qui répond à ce qu'il y avait dans Sainte Maud, je trouve ça beaucoup plus passionnant. Et tant pis s'il y a des défauts, c'est pas. Bon. Oui, c'est pas un film parfait, mais ça reste un film du coup quand même assez passionnant, hyper intéressant en tout cas. Et j'espère du coup que Rose Glass en fera beaucoup d'autres, tout simplement. Oh. Kalira, tu dis ça faisait 5 ans que t'avais pas été au ciné. Bah écoute, cool effectivement que tu y sois retourné pour un film aussi spécial et intéressant que celui-là du coup. Bon choix je dirais pour un retour au cinéma. Voilà. J'espère que ça te donnera envie de retourner au cinéma beaucoup suite à ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques, des questions, des envies de rajouter des choses sur ce film avant que nous terminions? Je comptais pas le voir, mais finalement je vais y jeter un œil. Ah bah oui, Spooky, mais oui, quand même. Ouais, on faut y aller. Il faut y aller, vraiment, moi, faut vraiment que je le revoie. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps, mais je me dis que il y a des chances, en tout cas, qu'avec un deuxième visionnage, je pense que beaucoup de ce que je lui trouve comme défaut vont vraiment passer au second plan et que je vais pouvoir me focaliser sur tout ce qu'il propose de super intéressant et d'intelligent et que voilà, ce sera très bénéfique, je pense, de le revoir. Voilà, tout simplement. Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à vous dire, je vais peut-être vous envoyer chez Dietz, qui est quoi? Qui est sur Blueprints. Elle dit quoi? Ah, elle fait une démo, ok, du jeu. Très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de stream? Je sais qu'en ce moment, c'est pas régulier du tout. Je suis désolée, j'y arrive pas vraiment en ce moment en termes de temps, d'énergie, d'organisation. C'est compliqué. Mais vraiment, là, bon, là, il faut que je pense mon planning pour la semaine qui arrive. Et je veux absolument continuer Tomb Raider, enfin commencer Tomb Raider 2 surtout. Et oui, aussi, prochain stream cinéma, ce sera sur Les Guetteurs. Il faut que j'aille le voir. Et du coup, si ça vous intéresse aussi du coup de voir le stream cinéma sans vous faire spoiler, il faudra que vous alliez le voir aussi, tout simplement. La critique que Geoffrey a fait sur écran large est pas terrible, malheureusement. Il a pas aimé le film, pas vraiment. Ah oui, et donc sur Love Lies Bleeding, n'hésitez pas à aller lire du coup la critique de Mathieu sur écran large, qui a vraiment beaucoup aimé le film et qui en dit du coup plein de choses bien. Merci beaucoup pour votre soutien et votre patience du coup. Bah écoutez, alors est-ce que du coup je vous passe peut-être juste un dernier, que je vous montre un petit peu les vidéos que j'ai. Non, ça va, ouais, j'ai fait un peu le tour des photos, je veux dire. À la salle de sport, j'aime beaucoup la manière dont elle est éclairée, à la fois un peu néon, à la fois comment dire, vraiment pas chaleureuse, et en même temps il y a quand même quelque chose de sombre et d'un peu cosy, et de. Ouais, ça fait une salle de sport fantasmée. À la fois qui fait pas envie et en même temps qui fait envie. Je sais pas, bref. Mais tout le film est un peu comme ça, c'est la lumière studio, le type un peu représentation cinéma dont je vous parlais, qui est très chouette. Euh... Mais écoutez, Luigi, tu dis que tu devrais être à l'heure mercredi, j'ai même pas encore dit si je streamais mercredi, calmez-vous. Mais, euh, mais oui, c'est très possible. En tout cas, voilà, prochain stream sur les guetteurs, on va reprendre du Tomb Raider, et j'attends aussi, là, il y a des streams en coop avec des meufs très chouettes qui se mettent en place. J'aimerais aussi, on a parlé avec l'équipe Nouille Rampante l'autre soir quand on faisait le ciné-club chez Rick Rim, et d'ailleurs c'était trop cool. On a parlé de la possibilité aussi de faire des jeux en coop avec la team Nouille Rampante sur ma chaîne. Il faut que je mette ça en place, faut que je regarde un peu comment on host une partie et voir quel type de jeu on pourrait faire avec eux. Mais ce serait trop cool. Merci Blody et Fi d'avoir été là. Enfin, merci à tout le monde d'avoir été là, bien sûr, mais ça m'a fait très plaisir de te voir sur ce stream. Et merci d'avoir alimenté ce que je disais de tes brillantes remarques, tout simplement. euh... Ah, Maker, tu as vu à la fin alors que tu as vu le film aujourd'hui. Écoute, sitôt que j'arrêterai de toute manière le stream, il y aura le replay de disponible. Donc si tu veux jeter un œil au replay, n'hésite pas du coup. Et voilà. Mais écoutez, je vais vous envoyer chez Ditz, hein, puisqu'elle stream encore, si ça vous va. Elle est si cool. Euh, Comment on fait déjà? Chaque fois j'oublie. Ouais, comme ça. Voilà. Donc voilà, si vous voulez aller chez Ditz, n'hésitez pas. C'est une streameuse extrêmement cool si vous ne la connaissez pas encore. On a globalement les mêmes goûts et on stream globalement un petit peu les mêmes catégories. Donc, elle aussi a fait du Tomb Raider, pas ce soir, mais voilà.
Mais voilà, je lance le raid. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. À très vite.